Deuxième et dernière partie de notre entretien avec Monsieur Kuhn. Ken Kuhn est réfugié cambodgien et vit en France depuis de nombreuses années maintenant. Il a fui le Cambodge après l'arrivée des Vietnamiens et a vécu l'enfer de la dictature des Khmers rouges. Pendant 3 ans, il va subir, lui et sa famille, la tyrannie des petits chefs communistes pour finalement fuir vers la France où il élèvera ses 2 enfants en abandonnant son statut de professeur de lettres pour devenir ici manutentionnaire. En 1978, un an avant l'arrivée des forces communistes vietnamiennes au Cambodge, le fils de M. Kuhn sera parqué dans une bonzerie abandonnée de la pagode de Kompong Sima. Son fils ainsi que bien d'autres enfants seront assignés à résidence et affectés à des travaux pénibles. À ce moment-là, on est à peu près en 78. Oui. Votre fils a grandi et votre femme va accoucher d'une petite fille. Oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quel sera le rôle des enfants sous le régime des Khmers rouges et plus particulièrement des garçons, puisque votre fils est en âge, lui aussi, de participer à la Grande Révolution. Oui. Selon les Khmers rouges, selon leur désignation, les enfants, en principe, doivent apprendre à lire et écrire. C'est-à-dire il faut les grouper à part. Mais en réalité, c'est les grouper pour les faire travailler. Des travaux, par exemple, ramassage des bouts, des vaches, tout ça, pour faire de l'engrais ou faire sacler la culture de maïs. Partout, on a besoin des petits travaux comme ça. C'est groupé pour les faire travailler. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'il y a qu'on appelle la brigade des enfants. Ce sont des travailleurs moins productifs par rapport aux jeunes, qu'on appelle les brigades des jeunes gens et des jeunes filles, qui ce sont des forces vives. Vraiment, là, à ces gens-là, il faut les faire travailler autant que possible. Et les enfants peuvent contribuer ça. Alors, selon la désignation, c'est la contribution des enfants. Mais c'est pas ça, c'est les travaux forcés. La séparation, ça fait très dur. Oui, ça a été très dur, puisque vous êtes séparé de votre fils. Voilà, je suis séparé de mon fils, mais à moi, j'ai la conception, j'ai ma façon de me consoler en me disant ce n'est pas que mon fils seul qui était obligé de séparer de ses parents. Il y a tous les enfants cambodgiens de l'époque sont obligés de quitter leur famille pour travailler ailleurs. Et il y a même des enfants qui vivent bien loin de leur famille et que leur père et leur mère ne savaient même pas où ils étaient. C'est ça le problème. Et une fois séparés, il y a des enfants qui sont définitivement perdus. On ne peut pas le trouver. C'est ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Une fois séparés, c'est fini. On ne revoit plus. Phnom Penh, 17 avril 1975, il y a exactement 2 ans. Les derniers combats fratricides, généreusement alimentés des 2 côtés, s'achèvent. On vide les derniers chargeurs. Puis en quelques heures, en quelques minutes, naît l'espoir. L'espoir de la paix, celui d'une fraternité promise d'ailleurs. Avec joie, on découvre les libérateurs qui, en quelques heures seulement, allaient devenir les nouveaux maîtres. Alors, à l'espoir, succède l'angoisse, la peur, puis l'idée de fuir à n'importe quel prix. En 79, c'est l'invasion, en mars 79, donc c'est l'invasion vietnamienne. Comment percevez-vous cette entre guillemets libération donc de la part d'une puissance communiste comme celle du Cambodge? Comment vous percevez ça et comment ça se passe justement pour vous cette invasion? À mon avis, c'est une invasion. Mais selon le terme désigné par les Vietnamiens, c'est pas une invasion, c'est une guerre de libération du Cambodge des Khmers rouges. Mais en réalité,
En réalité, il y a même surtout à partir de 1978, je sais qu'il y a disons le KGB, qu'on appelle le KGB, c'est une sorte de service secret vietnamien d'obédience soviétique. Il y a des services secrets qui sont infiltrés dans le Cambodge. À cette époque, je sais que ce n'est pas une libération, c'est purement quelque chose qui ne va pas entre le Cambodge et le Vietnam. À ce moment-là, donc, est-ce que vous décidez, et parce que certains le veulent aussi et ils ont ce désir, est-ce que vous décidez de partir vers votre village natal en vous disant, bon ben voilà, les Khmers rouges c'est terminé, on va retourner vers notre village natal? On a le bébé et on avait aucun moyen pour nous déplacer. Voilà, nous n'avons ni bicyclette, ni charrette, ni rien du tout. La deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui sont tués par les Khmers rouges. Alors, la deuxième espoir de retrouver ses parents survivants, c'est peu. Alors, personnellement, je vois pas l'intérêt de rentrer au lieu d'origine pour retrouver ça personnellement. Le jeune frère de ma femme. Lui, il s'aventurait aussi jusqu'à Kampong Tenang, c'est-à-dire la province, la ville de ma femme, pour retrouver ses parents. Et en revenant, il fait le rapport les cousins, les cousines qui se connaissent très bien, les tantes, tout ça. Il y en a 130 personnes. Il ne reste que 32 survivants et là, il est revenu, c'est pas la peine de... Pour finir, vous allez donc vous décidez de partir en direction de la Thaïlande et puis vous allez être victime des passeurs à ce moment-là. Comment se passe justement ce passage de frontière? On est arrivé à la frontière khmero-thaïlandaise exactement le 1er novembre 1969. Et il y a des passeurs qui essaient de gagner des sous en demandant ceux qui ont des sous il faut vendre des bijoux, tout ça, pour récupérer, pour venir en Thaïlande. Et nous faisions partie de gens qui voulaient quitter les pas que c'est difficile à l'époque, mais heureusement la situation se dégradait. Ils ont déjà pris nos sous, mais ils ont profité du moment propice pour nous tromper. Ce sont des autocars alloués par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour amener les gens vers la Thaïlande. Alors, une fois pris l'argent, c'est leur autocar, mais c'est pas ça. Ils nous ont trompés. Alors, voilà, il y a peu de gens qui ont pu venir en Thaïlande avant le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies. Et peu de gens, pas beaucoup. Et puis, exactement, nous avons quitté le camp de la frontière le 21 novembre 1979 pour venir au camp de Khao Dang, en Thaïlande. C'est grâce au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que nous pouvons venir en Thaïlande, dans le camp. Quand êtes-vous arrivé en Thaïlande? Tout récemment, monsieur, le 15 février 1976. Donc vous avez vécu presque un an au Cambodge sous les Khmers rouges. Oui, monsieur. Pouvez-vous nous décrire exactement comment se déroulent les choses là-bas? Le 17 avril 1975, quand les Khmers rouges sont entrés dans la capitale, j'étais à Phnom Penh. Vous avez assisté à quelques massacres? Oui, quand j'étais à Sisophon, c'était une ville dans le nord-ouest. Et c'était vraiment terrible, vous voyez, parce que les Khmers rouges, ils ont des méthodes
vraiment très, très barbare pour exécuter les gens. Comment a-t-il procédé? Pour des exécutions individuelles, vous voyez, il lie les bras à l'arrière et puis il bat avec des bambous sur la nuque. Il met des sacs de plastique autour sur la tête et puis les victimes meurent de l'asphyxie. Ça se passe comment? Vous décidez de venir en France et comment ça se passe votre arrivée en France? Est-ce que la France a mis en place une politique d'accueil? Oui, oui, c'est à l'époque, il y a la politique du gouvernement français, la politique d'accueil des réfugiés de l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire les Cambodgiens, les Laotiens et les Vietnamiens surtout. Parce que alors, il y a le programme d'accueil des réfugiés. Alors, une fois dans les camps de réfugiés, on nous donnait des matériaux pour la construction des abris, des cabanes, tout ça. Et en plus, chaque famille, il y a une sorte de livret de famille qu'on appelle, c'est le papier, le papier en américain, on dit le trasinka. Le trasinka, une sorte de livret de famille, le chef de famille, combien de membres. Et puis, il faut faire des demandes aux diverses ambassades qui acceptent d'accueillir les réfugiés. Il y a les États-Unis en premier, en deuxième la France. Il y a aussi un peu l'Australie, aussi un peu en Angleterre. Et nous, on a déposé la demande à l'ambassade des États-Unis et puis l'ambassade de France. Je suis accepté tous les deux, mais je suis obligé, je dois venir en France parce que les Américains, si je devais aller aux États-Unis, il faut laisser tomber ma belle-mère. Alors, on est obligé si on vient en France, il y a ma belle-mère et une autre fille, on peut venir en grand nombre, en quantité. Alors, on est venu en France. Et en plus, je parle déjà de français, c'est plus facile. Et dans ce camp ici, c'est très difficile parce que d'abord les Thaïlandais ne vous laissent pas filmer, il est interdit de montrer la condition de vie des réfugiés cambodgiens. Pourquoi? Parce que la condition de vie est très misérable, si vous voulez. La condition hygiénique est mauvaise. Il n'y a pas d'équipement sanitaire bien équipé. Il y a manque de l'eau et puis la ration n'est pas suffisante. En Chine, les communistes ont rééduqué. À Saigon, actuellement, on rééduque même les généraux de l'ancienne armée de Thieu. Et comment expliquez-vous qu'au Cambodge, on ne fait aucune tentative dans ce sens, on massacre? Pourquoi? Oui, je pense que les Khmers rouges, ils ont voulu recommencer par une société tout à fait nouvelle. Alors, il faut supprimer tous les gens instruits qu'ils ont trouvé trop... ils connaissent trop les gens instruits, si vous voulez. Alors, il faut supprimer tous les gens instruits et puis ils vont rééduquer les ignorants. À partir de la base? Oui, à partir de la base. Et donc votre arrivée à Toulouse, comment vous vous intégrez ici à la vie française? Est-ce que c'est pas difficile au départ? Oui. Pour moi, je ne trouve pas beaucoup de difficultés parce que, comme vous savez, je parle pas très bien le français, mais j'écris déjà le français. J'ai appris le français. Et on est venu à Paris exactement le 13 novembre 1980. Et puis on est arrivé à Toulouse
au foyer René Maheu, là, à l'échec de fuite, le 5 décembre 1980. Et on était dans le foyer, là, mais le 8 janvier 1981, c'est-à-dire 5, même pas un mois, il y a une entreprise d'exportation a besoin d'employés. Et il y a 2 patrons qui étaient allés chercher des employés au centre d'accueil. Et tombés sur moi et une autre Cambodgienne. Alors ils ont embauché tous les deux. Depuis là, on n'avait pas cherché un emploi. Ce sont des patrons qui étaient allés chercher des employés là-bas. Et on travaillait là depuis là. Oui, et vous avez trouvé l'accueil des Français et la politique du gouvernement à l'époque à la hauteur de ce que vous attendiez? On ne peut pas faire plus que ça. Parce que déjà, lorsqu'on a tout abandonné, qu'on est beaucoup au-dessus de zéro, et une fois arrivé en disant on est à zéro là. On n'avait rien là. Même en sous pour téléphoner, on n'avait pas. Disons à zéro. Mais une fois à Toulouse, on nous donne de l'argent de poche. C'est un peu plus de zéro. Mais lorsqu'on a trouvé du travail, c'est déjà mieux. Voilà. Le fait de passer d'un statut de professeur à un statut de quelqu'un qui vit de manutentionnaire, qui vit de ses mains. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous gênant, parce que vous n'avez peut-être pas non plus été reconnu pour les qualités que vous aviez, peut-être? Personnellement, à la différence des connaissances et amis, personnellement, lorsque vous savez là, pendant le régime du Khmer Rouge, la famine, la maladie, les travaux forcés, on avait plus d'espoir. Et une fois ici, une fois à Toulouse, je me dis que n'importe quoi, je ferai pour que je puisse vivre. Et c'est ça. Bon, c'est ma décision, c'est ma détermination, c'est ça. Et même en manutentionnaire, je dois le faire. Parce que c'est pour vivre. Mais une fois trouvé le travail, il faut savoir est-ce qu'on peut supporter le travail qu'on a. Le travail, je dirais, qui ne correspond pas à sa capacité. C'est ça le problème. Ce qui est dur, c'est ça. Mais c'est quand même, j'ai supporté 17 ans avec ça. Lorsqu'on travaillait on travaillait avec des manutentions toute la journée, avec les chargements des conteneurs, avec le poids qu'on fait toute la journée, et comme on peut handicapé comme ça, c'est très dur. Mais quand même, c'est quand même difficile à supporter, mais finalement. Et votre fils et votre fille qui ont traversé aussi avec vous toutes ces péripéties, Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Mon fils, et en arrivant en France, est, disons, à l'âge déjà assez avancé pour poursuivre les études, mais quand même, ils ont réussi leurs études. Ils ont passé tous les ans, ils ont réussi leurs études. Mon fils, maintenant, il fait gardien de la paix. Il travaille à Toulouse et il a obtenu son licence de droit. Et ma fille, ça va, parce qu'elle est en arrivant, elle est née le 13 août 1978, une fois en France. Elle a débuté comme les enfants du français à l'école maternelle et puis elle a bien réussi. Maintenant, elle travaille à Rome, en Italie. À Rome, en Italie. Oui, à Rome, en Italie. Est-ce qu'ils sont intéressés par la culture cambodgienne? Oh, pas beaucoup, parce qu'avec des... Oui, mon fils un peu, mais ma fille, je vois qu'elle n'écoute même pas la chanson cambodgienne, parce que son éducation, c'est autre chose, avec des jeunes français, des gens français. Elle est française.
disons, à la française, tout à fait, sa façon de penser, c'est la française. Et je vois que, mais quand même, pour notre coutume, pour saluer comme ça, là, avec des Cambodgiens, un peu comme nous, mais en général, elle vit à la française, disons qu'elle est française, pas beaucoup, moi pour mon fils, il regarde les coutumes, notre coutume. Mais ma fille aussi, elle se prosterne devant les bons comme nous, mais quand tu es régulièrement les Cambodgiens, non pas. Oui, le travail, oui, l'éloignement de la famille, tout ça, c'est disons, à l'européenne. Merci à Ken Kun. Cette deuxième et dernière partie s'achève. Je vous rappelle que Monsieur Kun est l'auteur d'un livre publié aux éditions L'Harmattan, intitulé De la dictature des Khmers rouges à l'occupation vietnamienne, Cambodge 1975-1979.